Bonjour à tous, nous sommes déjà avec vous, il est 12h33, nous serons là jusqu'à 14h avec Iman News. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. On va recevoir dans un instant un jeune comédien guadeloupéen qu'on connaît déjà, qui est bien connu à Canal. Je vais parler de Stan, bonjour. Bonjour, comment vas-tu Dimitri? Ensuite, on aura rendez-vous avec Catherine Romuald, et la directrice générale adjointe de l'insertion au Conseil général. On aura aussi avec elle Jessica Oublié. Et Madame Corinne Gervelas, avec ces trois femmes, on va parler de la question de la lutte contre l'illettrisme, quelque chose de très important. Et puis on va terminer plus tard avec Barbara Montpierre et Miguel Douvergne, nos deux chroniqueuses. Barbara ira à la rencontre de Soi et Miguel Douvergne fera faire face. Sinon, l'actualité, c'est Iman News qui développe. Oui, au niveau de l'actualité, pour ce jour, nous allons parler de la grève qui se déroule au lycée hôtelier, ainsi que de la visite de Justine Bénin en lien avec l'association Initiative France Victimes. Nous partirons avec la région qui a visité le CIRAD, ainsi qu'au département avec l'hommage qui a été rendu à Ernest Pépin. On va développer le tout de suite, on développe tout de suite sans attendre. Donc le premier sujet qui est la grève au lycée agricole de Bémao. Des changements sont attendus au niveau du personnel parce qu'il manque beaucoup de matériel. Il y a des déficits d'infrastructures liés à la mise aux normes des bâtiments. On voit un reportage de Solène Fèvre et Brian Losbar. C'est une mobilisation qui reprend des points de revendication assez anciens, qui datent de plusieurs années, en particulier sur le manque de matériel, le déficit d'infrastructures, c'est-à-dire que nous avons un bâti qui commence à vieillir parce que le lycée date de 90, d'accord. Nous sommes rentrés dans cet établissement après le cyclone Hugo. Et depuis cette période, nous n'avons pas eu de mise aux normes des bâtiments et des salles qui sont dans cet établissement. Et maintenant, il faut vraiment mettre le paquet pour que nos élèves et surtout les enseignants, les formateurs puissent travailler dans de bonnes conditions avec un matériel correct. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite et il faut effectivement reformer des générations d'agriculteurs et d'agro-transformateurs. Et il est plus qu'urgent d'avoir tout le matériel nécessaire et les moyens nécessaires pour continuer à exercer notre métier. Je vous donne un exemple, il y a 9 postes informatiques qui fonctionnent au niveau du CDI, du centre de documentation. Donc quand vous avez une classe de 33, comme nous avons cette année en BTS 1, il est impossible de faire travailler les élèves, surtout sur les techniques de communication. Tous les services du lycée, tous les services de l'EPL sont mobilisés. Il y a le personnel de la cuisine, le personnel d'entretien, les enseignants, etc. Et nous sommes tous là en attendant des réponses des instances qui ont en charge cet établissement. Nous avons 3 interlocuteurs, nous avons notre direction, notre directrice et puis évidemment la région Guadeloupe et puis ensuite le ministère parce que nous avons des référentiels de formation que nous devons dispenser, mais nous n'avons pas de moyens pour les dispenser. Donc à partir de là, nous nous sentons complètement un petit peu abandonnés. Nous allons faire un communiqué pour avertir les parents de venir nous rejoindre. Et avec leur appui, on va espérer faire avancer rapidement la situation. L'association l'association d'aide aux victimes de violences conjugales, Initiative France Victimes, a été visitée par Justine Bénin à l'occasion de justement faire un état des lieux des pratiques et des recommandations. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. L'objectif est double. Premièrement, faire un état des lieux de ce qui se fait
au cœur de cette association, voir aussi les manquements pour que l'association puisse véritablement exercer sa mission de service public, d'accompagnement, d'aide aux victimes, de réorienter. Et tout cela, globalement, aussi bien avec l'aide des psychologues, l'aide des juristes, mais aussi l'aide des travailleurs sociaux. L'important était de pouvoir témoigner de l'activité sur le terrain de l'ensemble de nos collaborateurs, puisqu'il faut savoir qu'Initiative France Victimes Guadeloupe mobilise une équipe pluridisciplinaire, composée de juristes, de travailleurs sociaux, de psychologues. Il était important également pour nous de faire un focus sur l'intervention de proximité qui est réalisée par nos collègues intervenantes sociales au sein des commissariats et gendarmeries. Si décembre, je dois remettre un rapport, un pré-rapport justement, qui va fixer un cadre et qui va fixer des recommandations et à partir de janvier, mettre en place des actions pour qu'il y ait des échanges de pratiques dans l'ensemble des territoires des Outre-mer et bien sûr à la fin un rapport avec quelques recommandations et des actions concrètes que veulent les associations d'aide aux victimes et les associations de proximité. Je rappelle tout de même que je me dois d'aller dans l'ensemble des territoires des Outre-mer, qui sont au nombre de 12, et je ne suis pas là pour faire de la figuration, mais bien au contraire, une mission de fond pour qu'il y ait de la cohérence, de la coordination, pour savoir est-ce que les bracelets anti-rapprochement fonctionnent dans nos territoires des Outre-mer, est-ce que les téléphones grave danger, il y en a ou il en manque et comment les associations font pour accompagner nos femmes victimes de violences, mais bien sûr faire en sorte que toute la chaîne puisse fonctionner, aussi bien dans la partie prévention, la partie accompagnement, aide aux victimes, mais aussi l'accompagnement des auteurs pour qu'il n'y ait pas de récidive. Des victimes qui, on l'espère, ont connaissance de ces services gratuits, de ces services qui interviennent en toute discrétion dans leur intérêt, cette prise en charge globale qui est organisée pour leur permettre de se reconstruire, de rebondir et surtout de sortir de ce contexte violent. Une visite était organisée au CIRAD. Le CIRAD, c'est cet organisme de recherche qui permet d'aider au développement durable de l'agriculture guadeloupéenne. Une visite a été organisée justement par la région qui est un contributeur qui permet aussi d'investir et de développer les stratégies en lien avec les plantes et les semences guadeloupéennes. On va voir un reportage de Charlie Dagonia qui s'est rendu sur place. Nous faisons effectivement une visite ici au niveau du CIRAD pour voir un peu comment évoluent un peu les recherches sur tout ce que nous avons comme légumes ici, comme agrumes. Vous avez vu la banane, la canne, les agrumes que nous avons commencé. Et pour nous, c'est une grande satisfaction si les choses évoluent dans l'intérêt des agriculteurs de la Guadeloupe. Surtout que la région, sur les 6 ans, finance à hauteur de plus de 10 millions entre des fonds régionaux et des fonds européens. Le FEDER normalement, et peut-être aussi, je pense, un peu de FEADER en fonction des projets qui sont montés. Donc c'est une grande satisfaction pour nous et j'espère que nous allons pouvoir répondre effectivement à l'attente des agriculteurs, mais surtout protéger un peu notre culture en Guadeloupe avec les maladies qui existent. La région est un appui, en fait, la recherche est un contributeur important au financement qui permettent ces activités sur nos dispositifs au travers de différents financements, des financements FEDER, FEADER, mais aussi Interreg puisque nous interagissons à l'échelle de la région également. L'igname, c'est une plante culturelle, je veux dire. C'est une plante culturelle ici en Guadeloupe. Moi-même originaire du Bénin, c'est une plante culturelle chez nous, donc j'ai été agréablement surpris de voir quand même l'importance de cette plante-là ici. Il y a pas mal d'espèces cultivées en Guadeloupe, la canne à sucre, la banane, ces plantes destinées à l'exportation, mais on ne peut pas que investir nos efforts sur les plantes d'exportation. Il faut vraiment investir les efforts aussi sur les plantes vivrières. Et l'igname, c'est une culture vivrière qui est consommée au quotidien. Quand je mange dans les petits restos locaux, je trouve toujours de l'igname, comme on l'appelle ici, des racines, dans les plats. Donc c'est une plante sur laquelle on doit investir plus d'efforts. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'engouement autour de la plante et la culture a chuté, la production a chuté, bon, avec plusieurs raisons bien sûr, mais ça reprend.
ça reprend. Et le CIRAD, avec les travaux que nous menons, nous accompagnons quand même cet effort-là, en mettant sur le marché des variétés beaucoup plus productives. Et l'environnement se prête parfaitement pour la production de l'igname. L'environnement est idéal, la pluviométrie est idéale, et la population, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, qui s'y mettent maintenant. Donc tout ce qu'il faut, c'est vraiment l'accompagnement à travers les itinéraires techniques, à travers la mise à disposition de semences de bonne qualité et des variétés améliorées. Et c'est là qu'intervient le CIRAD. Voilà, 12h42, je vous l'ai dit, on va recevoir un comédien. Exact. Il s'appelle Stan. Pourquoi on va le recevoir? Parce qu'on parle beaucoup de Wish depuis quelque temps. Et justement, Stan, dans Wish, il y avait jusqu'à maintenant que des chanteurs. Alors que je sache, je ne sais pas si Stan est devenu chanteur entre-temps. Mais on ne sait jamais, hein. Je suis polyvalent. Hein. Non, mais blague à part, Wish, en fait, c'est une série qui parle aussi de la musique, mais qui vont élargir sur plusieurs pôles, notamment aussi la comédie. Et du coup, on a la nouvelle saison a commencé il y a 6 jours. J'ai tourné ma première scène hier, qui s'est très bien passée d'ailleurs. Mon personnage, c'est de jouer le Stan, mais de mettre aussi en avant mon nouveau personnage qui s'appelle Mamie. Donc, Qui s'appelle? En fait, c'est la Mamie Stan. Elle n'a pas encore de prénom. J'ai dit Mamie, pourquoi? Parce que je veux que tout le monde se sente, on va dire, pas à part. Parce que si je donne un nom à ma mamie, ça va réduire en fait sur les autres personnes qui se disent, bon, j'ai pas une mamie qui s'appelle un tel, Mamie, c'est vraiment large. Donc c'est Mamie, c'est pour tout le monde. Voilà, exactement. Et ben justement, c'est un honneur pour moi de participer à la série Wish. J'ai notamment pu diffuser mon court-métrage qui s'appelait Thibaut, qui a été diffusé au Festival Nouveau Regard. Mais maintenant, j'ai mon nouveau court-métrage qui a été validé pour... Parce que je t'ai vu dans un autre film mon court-métrage l'année dernière, avec sur de vol dans une boutique, etc. C'était quoi comme film déjà? Ça s'appelle Thibaut. Il s'appelle Thibaut. Ben justement, là, il a été primé pour le Festival du Cinestar qui va débuter du 6 au 11 octobre. Oui. Ah, tu seras un peu partout. Alors donc finalement, tu es devenu de plus en plus comédien. Parce qu'on te voyait sur les réseaux, tu t'amusais bien, alors maintenant ça y est, c'est entré dans la peau du comédien. Alors on va dire comédien sur plusieurs plateformes, les vidéos sur les réseaux sociaux, mais maintenant je vais m'élargir plutôt sur la réalisation, plutôt être réalisateur. Même au de la RIA. Voilà, j'ai réalisé mon propre court-métrage et du coup c'est... Il va concourir au... Oui, c'est un concours. Ah, il sera dans le concours. Oui. C'est un concours, donc j'ai été primé. Donc, on verra les résultats le 11 octobre. En octobre. Et donc, quand on passe comme ça des réseaux sociaux vers la scène vraiment du cinéma, comment ça se passe cette mutation alors, jeune? Oui, alors c'est vrai que je veux dire que c'est pas c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que sur les réseaux, on a notre propre maîtrise, mais tandis que quand on est sur un plateau... On est son propre réalisateur, c'est ça? Voilà, tandis qu'on est seul, on a une petite équipe, on maîtrise, mais une fois qu'on a vraiment une équipe derrière, on a une logistique assez importante, il faut savoir que il faut écouter les autres, il faut s'adapter aussi parfois au regard de l'autre. Donc c'est vrai que c'est pas facile, donc on s'adapte et on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Alors, il y a peut-être des jeunes qui regardent aujourd'hui, se disent, mais moi aussi, je peux être comédien, je peux être acteur. Comment on évolue? Parce que traditionnellement, on sait que les comédiens sont formés quelquefois dans des instituts, dans des écoles. Tu n'as pas fait d'école, que je sache, pour l'instant? Non, du tout pas, non. Mais il n'est pas trop tard. Je sais, on apprend tout le temps, hein. On apprend tout le temps, mais il faut savoir qu'on est tous comédiens de base. Mais c'est pas forcément, on va dire, avoir une communauté derrière nous qui va dire justement qu'on sera comédien. Il ne faut pas en fait attendre des statistiques pour qu'on puisse nous procurer une identité. Donc c'est vrai qu'il y a des formations même pour la réalisation, pour la comédie, mais il ne faut pas en fait que se sente pas performant parce qu'on n'a pas fait d'études. Donc ce sont des choses qu'on peut apprendre de manière autodidacte, mais tout est une question de notre regard. Mais alors, l'avenir, ce sera plus la comédie ou plus la réalisation? Alors, les deux seront mélangés. Oui, ça dit faire des films, réalisation, des films comédie, drame, donc fusionner les deux. Beaucoup d'humour aussi, hein? Pour la réalisation de films, pas trop. Non, je parle de comédien. Ce que je voyais sur les réseaux. C'est dommage que j'ai pas pensé à prendre quelque chose sur ton Insta, les choses qui étaient diffusées.
Mais bon, c'est pas perdu. De toute façon, ma page s'appelle Monsieur Stan sur Instagram, mr.stan-6 et aussi sur TikTok. Ouais. Bien. Donc, on te verra dans la saison 2 de Wish, la 3e série. On te verra une fois ou bien on te verra sur toutes les autres séries? J'aurai 4 scènes. 4 scènes quand même? Ah, oui, ouais. oui. Ah ouais, C'est mais moi là, ça qui- devient de plus en plus important. Là. Oui, justement, mais le réalisateur Julien m'a dit qu'on va me donner un rôle aussi un peu plus important. Ouais. Donc, la première saison, ça s'est bien passé, mais la deuxième, on s'est dit qu'elle sera encore meilleure. Donc, on verra ça avec plaisir dans les temps qui viennent. Alors, le Wish est tourné jusqu'à quelle date à peu près? Est-ce qu'on a les dates Jusque le 22 ou le fin octobre, 26 c'est ça? octobre, oui, par là. fin octobre? Oui, oui. Ouais. Et donc, au début de l'année prochaine, on pourra commencer à voir la série, j'imagine, puisque Julien est venu ici, il nous a expliqué que ça va être diffusé sur un certain nombre de chaînes. Exact. Canal+, je crois. Alors là, en ce moment, j'ai pas toutes ces infos, mais c'est vrai que ça sera diffusé sur des chaînes de télévision. Mais j'ai Oui, pas ça tous va les être noms. diffusé sur chaîne de télévision. Et ton court-métrage, on le voit à partir du 6? Du 6 en fait, le 6, c'est l'ouverture du festival. Oui. Mais du coup, on va donner des dates pour que le public vienne visionner les projets. Mais la Ce date de court-métrage fin, de combien de minutes? on est à 8 minutes. Pardon? On est à 8 minutes. À 8 minutes? Oui, oui. En fait, ça parle en fait de la violence qu'il y a aussi dans tous les pays, en Guadeloupe aussi, les meurtres. Et il y a un message que je fais passer dedans. Et tu t'es mise en scène ou bien tu as pris des acteurs? J'ai fait les deux. Ah, tu fais les deux? En fait, non, je n'ai pas fait les deux. Non, j'ai fait réalisateur et j'ai fait comédien aussi. J'ai participé dedans. Ah, d'accord. OK. Bon, ben, on attend ça avec plaisir. Il est 12h48 minutes. Un coup d'œil sur l'anniversaire, si elle était encore vivante, de Winnie Mandela. Ce serait aujourd'hui. Winnie Mandela a été la femme de Mandela. Elle s'appelait vraiment son nom en Zoulou, Nomzamo Winifred Zanzié Madiki Zela. Elle était née donc un 26 septembre, mais c'était en 1936. Elle a été une femme politique importante, la deuxième épouse de Nelson Mandela. Elle a été députée aussi vice-ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies dans le premier gouvernement de Nelson Mandela. Elle a été présidente de la Ligue des femmes de l'ANC. Alors l'ANC, c'est l'African National Congress. On voit d'ailleurs tout en haut à droite le drapeau de l'ANC de l'époque. L'ANC, c'est une organisation politique qui s'est battue contre l'apartheid pendant près d'un demi-siècle. Et finalement, après la libération de Mandela en 1996, l'ANC a pris le pouvoir et l'apartheid, théoriquement, a été éradiqué, on peut dire, officiellement de l'Afrique du Sud. Alors l'ANC, il faut le dire, a été fondée en 1912 et Winnie Mandela a été une militante active dans la lutte contre l'apartheid. Elle fut souvent harcelée par les services secrets sud-africains. Elle a été plusieurs fois arrêtée. Mais Winnie Mandela est quand même restée ce qu'on appelle une icône controversée, parce qu'elle a eu beaucoup de polémiques sur sa vie, sur ses attitudes quelquefois. Mais quand même, on garde de cette dame l'image d'une combattante qui a pratiquement passé sa vie au combat, aux côtés de ses frères sud-africains, jusqu'à ce que l'Afrique du Sud devienne un pays où l'apartheid avait disparu, il faut le rappeler. Et donc ça montre bien finalement que ce genre de personnage, on en a besoin dans tous les pays. On n'a pas encore de Winnie Mandela en Guadeloupe, mais qui sait, ça viendra. Oui, on a Winnie Kaona, mais ce n'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. Et donc, Winnie Mandela, bon, c'est un exemple de genre de femmes qui se sont battues. Elle a dirigé une équipe de football. Enfin, bref, elle est quand même décédée à l'âge de 81 ans, quand même. Donc, c'est dire qu'elle a bien vécu et s'est bien battue. Elle est morte, c'était le 2 avril 2018. Voilà. Ben, si vous ne le saviez pas, ben, c'était le petit focus fait par Odalia chaque jour sur une personnalité ou un pays. Quelquefois, c'est Choukamou, demain c'est Choukamou en créole. Et on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, il est 12h51 minutes. On remercie Stan. On attend donc de voir son film, son court-métrage et ses prestations dans Wish. Et nous, on se retrouve tout de suite après pour ce débat avec Catherine Romuald, avec Corinne Albert-Gervillas et aussi avec Jessica Oublié. Il ne fallait pas l'oublier. À tout de suite.
Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 12h57, donc dans 3 minutes, il va être 13h. Je vous l'ai dit, dans un instant, on va parler de l'illettrisme, puisqu'il y a une campagne, une véritable campagne qui est organisée le 8 septembre, qui a démarré le 8 septembre et qui va s'achever le 6 octobre. J'ai même envie de dire qu'elle devrait continuer au-delà, mais enfin bon, on va en parler tout à l'heure avec 3 personnes qui sont avec nous. Madame Romuald, bonjour. Bonjour. DGA de l'insertion au conseil départemental. On a avec nous Madame Corinne Gervelas. Corinne Gervelas, elle s'auto-présente. Et on a Jessica, qu'on n'oublie pas, Jessica Oublié, qui est la déléguée de la NCL. Bon, avant de parler de l'illettrisme, on va revenir un petit peu sur l'actualité avec Emmanuel Sirobarti. Alors l'actualité, il était question déjà du lycée agricole où des changements sont attendus. Une grève a lieu justement en lien avec ce manque de matériel, le déficit d'infrastructures et la demande de bonnes conditions de travail. Justine Bénin ensuite a visité l'association Initiative France Victimes pour pouvoir justement faire l'état des lieux, des pratiques et de l'accompagnement qui est proposé aux femmes victimes de violences. Nous sommes dirigés ensuite sur le CIRAD qui permet de travailler sur le développement durable en lien avec l'agriculture guadeloupéenne. Nous verrons tout à l'heure Antisiedou, c'est le nouveau projet du département qui permet justement de rendre hommage aux grandes figures guadeloupéennes. Et ils ont commencé par Ernest Pépin. Voilà. On regarde le sujet. On voit peut-être ce premier sujet. Donc, Antisiedou, c'est le projet maintenant mensuel qui permettra de rendre hommage aux grandes figures du territoire de leur vivant. Il ne s'agit pas d'attendre qu'ils soient morts pour leur rendre hommage. On voit un premier reportage donc, qui a eu lieu en lien avec Ernest Pépin, l'occasion de justement lui rendre hommage de son œuvre remarquable. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous avons tenu à mettre à l'honneur Ernest Pépin. C'est un concept nouveau que nous mettons en place, Antisiedou. Chaque mois, nous allons pouvoir honorer, rendre hommage à l'un de nos illustres. Ce soir, c'était Ernest Pépin. Antisiedou pour dire merci pour tout ça qu'il a fait. Antisiedou pour lui dire toute notre fierté de par la richesse de sa création. Antisiedou pour dire merci pour tout l'amour qu'il a porté à travers l'Ivaille. Antisiedou, comme j'ai eu l'occasion de lui dire, toute la fierté, la reconnaissance donc, du pays. Donc nous allons chaque mois honorer un artiste comme Ernest Pépin. Ça va me plaisir en l'eau, parce que j'ai version l'hôpital en créole. Et quand c'est vrai qu'on s'en fait à quel moins. Et sont des pour la littérature, pour la poésie, pour la culture, pour tout ce qu'on fait, pour aimer et pour l'avoir profondément. Donc c'est ça qui a expliqué. Nous. Aujourd'hui, c'était également le jour de son anniversaire, donc c'était aussi une façon de lui dire joyeux anniversaire, donc un moment d'émotion et de réjouissance. Sans surprise totale, parce que madame m'a dit moi nous sommes tibétains, mais pas jamais dit moi juste moi nous pas envie de ça. Et pas dit moi tous les habitants étaient étonnés, surpris, contents. C'est pour leur dire merci pour leur amitié, merci pour leur solidarité. Merci de mon soutien qu'ils m'apportent et merci du courage qu'ils me donnent également pour la Guadeloupe. Et ce que je dirais fondamentalement, c'est ça. Un grand merci pour tout le monde. Belle initiative du secteur culturel du conseil départemental. Alors je voulais dire, on va parler de l'illettrisme. Alors l'illettrisme, c'est un véritable... J'ai presque envie de dire un véritable fléau en Guadeloupe, puisque entre 15 à 20% de Guadeloupéens de tous âges, jeunes, mais aussi des seniors, tombent entre guillemets dans l'illettrisme, puisque en fait, dans l'école traditionnelle, beaucoup de jeunes arrivent à l'école et puis décrochent et perdent en même temps leur capacité de lecture et d'écriture. Et ça, c'est un véritable problème, puisque ces gens-là, après, sont dans la vie sociale et ont des véritables problèmes pour pouvoir signer, écrire, lire, et dans une société où tout va très vite, tout se fait aussi à l'informatique, puisque outre la lecture normale traditionnelle dans les livres, il y a aussi aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de l'informatique et du digital.
et ça devient un véritable problème. Alors, cette 10e édition qui s'est mise en place avec le conseil départemental n'est pas seulement, puisqu'il y a une déléguée de la NCL qui est ici avec nous. On va essayer de faire un petit point sur la situation. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par la déléguée, Jessica Oublié, demander un petit peu quelle est la situation aujourd'hui de la Guadeloupe, puisque vous êtes déléguée régionale sur cette problématique. Comment en sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on estime à 20% la population âgée de 16 à 65 ans en situation d'illettrisme. C'est un chiffre assez ancien qui nous date de 2011 et qui est le résultat d'une enquête qui a été mise en place par l'INSEE. Donc ça fait à peu près 50 000 personnes. Ce chiffre va être réactualisé en 2024 puisque l'INSEE a cette année enquêté 2000 foyers et le résultat de cette enquête nous sera délivré l'année prochaine. Pour qu'un chiffre comme celui-ci diminue, il faut des politiques publiques agressives et soutenues. L'illettrisme a un lien étroit avec la précarité sociale, économique. On pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, pour tous les indicateurs en lien avec la pauvreté, il faut vraiment des politiques sociales soutenues à tous les étages de la société. Et donc, on verra dans quelques mois si ce 20% a diminué. Mais bon, à mon niveau, aujourd'hui, j'ai quelques doutes. Juste une petite précision. Quand on parle d'illettrisme, quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que cette personne ne peut rien déchiffrer, ne rien écrire, ne rien lire, ou bien a des difficultés, ou a perdu quelque chose en chemin? Il y a plusieurs niveaux d'illettrisme. C'est comme lorsqu'on apprend une langue, hein, on ne passe pas de débutant à expert. La définition stricte donc, de l'illettrisme, qui est celle qui est proposée par l'agence, c'est l'illettrisme concerne toute personne qui a été scolarisée dans le dispositif français en langue française et qui est sortie de ce système éducatif à l'âge de 16 ans ou plus, sans maîtriser les compétences de base, le décrochage, rupture de parcours scolaire. Il y a des personnes qui vont et viennent, quittent le système et y retournent sans trouver de formation adaptée pour elles. Et donc, malgré cette scolarisation, ces personnes vont se retrouver en grande difficulté dans des actes simples de la vie quotidienne qui nécessitent de savoir lire ou écrire ou compter ou encore utiliser, comme vous le disiez, le numérique qui prend le pas beaucoup sur nos pratiques, dans nos pratiques quotidiennes. Donc ça, c'est la définition stricte. Après, on va pas souffrir de l'illettrisme de la même manière. Il y a des gens qui calculent tout de tête sans difficulté, mais qui vont avoir des difficultés à renseigner un chéquier ou aller à la banque tirer de l'argent. Souvent, c'est un exemple que je prends en matinée d'information sensibilisation. Combien d'entre nous avons déjà été arrêtés par une personne derrière nous au guichet, nous demandant de retirer de l'argent pour elle? Il y a plusieurs facteurs explicatifs. L'âge, la peur de se faire retirer trop rapidement la carte et de ne pas lire assez rapidement. Mais parfois, ce mot que cache cette réalité, c'est l'illettrisme. Et quand on sait que ça concerne un Guadeloupéen sur 5 en âge de 16 à 65 ans, on se dit que c'est une réalité plus fréquente dans notre entourage social et professionnel qu'on peut le penser. Et on n'en parle pas suffisamment. Alors, Catherine Romuald, vous êtes DGA à la collectivité qui a mis en place aussi des actions, puisqu'il y a plus de 70 actions, je vois, labellisées dans cette campagne. Que peut faire réellement cette collectivité pour lutter contre l'illettrisme? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rappeler, on ne parle pas de rien, puisque en 2010, la collectivité départementale avait déjà signé une première charte de lutte contre l'illettrisme. Et c'est vraiment, on va dire, avec l'arrivée et la présence de la déléguée régionale sur le territoire, que les choses ont pris une impulsion, puisqu'il nous a été proposé de signer une convention de partenariat pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, les publics dont nous avons la responsabilité, à commencer par les bénéficiaires du RSA pour ce qui me concerne, un certain nombre d'entre eux sont dans cette situation d'illettrisme. Donc la convention que nous avons signée avec l'agence a pour vraiment mission de, dans un premier temps, repérer le public. Alors que ce soit des bénéficiaires du RSA, mais plus largement, on s'occupe des publics de l'ASE, donc l'aide à l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc partout où on peut avoir une entrée sur des publics qui peuvent présenter une difficulté, nous sommes présents. Donc l'objet de la convention, c'est vraiment, dans un premier temps, de repérer les publics. Oui. Une fois qu'on les a repérés, me direz-vous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'idée, c'est de les accompagner. Vous avez évoqué effectivement le programme d'un peu plus de 70 actions sur le territoire, porté par tout un ensemble d'acteurs. Et je pense que Mme Gervelas s'en fera l'écho tout à l'heure. Oui, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'associations, de collectivités se sont engagées là-dedans. Et le
deuxième pan de la convention, c'est la formation des acteurs. Donc, dans le cadre de la convention que nous avons signée, il s'agit pour nous de former les travailleurs sociaux, donc les référents insertion, les assistantes sociales, enfin tous ceux qui s'occupent de ces publics-là, à découvrir les mécanismes, à les sensibiliser et comment est-ce qu'on fait après pour accompagner les personnes à sortir de cette situation. Et le troisième axe qu'on voudra un petit peu plus partenarial, c'est de venir mutualiser les pratiques. C'est de faire en sorte sur le territoire de rendre visibles les acteurs qui luttent contre l'illettrisme à travers une cartographie des solutions qu'on présentera bientôt. Ça veut dire que, voilà, vous découvrez, Jessica disait tout à l'heure, un référent insertion va découvrir dans le cadre de son entretien une personne qui sera en situation d'illettrisme. Mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, derrière, je mets en place un accompagnement et j'ai un ensemble d'acteurs que je vais pouvoir repérer sur le territoire pour conduire ces actions. Donc voilà déjà ces premiers points. Alors Madame Romuald, il ne faut pas se le cacher quand même. Les gens ne se disent pas spontanément en situation d'illettrisme. C'est presque quelquefois, entre guillemets, une maladie honteuse, j'ai envie de dire. Comment faire pour justement ne pas les découvrir, mais les aider à en prendre conscience? Alors, tout est dans le rôle de l'accompagnement, de la confiance que le travailleur social va mettre en place avec la personne quand il va détecter donc, ces signaux faibles. Et comment est-ce qu'il va réussir, en quelque part, à créer un déclic chez lui pour dire que tout n'est pas perdu. On n'est pas dans l'impossible. Quand on est en situation d'illettrisme, il n'y a pas de fatalisme. On peut en sortir. C'est ça le message. Donc, en quelque part, c'est tout le savoir-faire des professionnels qui sera mis en place ici pour détecter la situation, créer le climat de confiance et aider la personne à avancer pour en sortir. On reparle, je me tourne vers Corinne Diervelas. Merci d'être là. Vous êtes depuis 30 ans engagée dans la formation, dans la vie associative, scoutisme, etc. Et en plus, vous avez vous-même un centre de formation. Vous avez mis en place, j'ai envie de dire, un concept qui s'appelle Familio. Alors, il faudrait peut-être nous expliquer ce que c'est exactement. Alors, déjà, ING Conforme, effectivement, est un centre de formation qui a choisi d'agir sur 3 axes en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme. Et Familio est un des projets que nous allons mener qui est un peu sur l'axe de la prévention. En fait, c'est un appel à projet qui a été lancé par la NLCI et qui est financé par l'INGEP. Et qui nous permet en tout cas d'accueillir des personnes en situation d'illettrisme qui n'ont pas acquis les bases, qui ont également besoin d'être accompagnées sur le point de la parentalité, accompagnées également pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent avec le numérique. Donc en fait, nous devons accueillir des personnes âgées de 16 à 25 ans, des femmes ayant des enfants qui souhaiteraient en fait déjà monter en compétences par rapport à leur situation d'illettrisme, mais aussi revaloriser leur image, être en capacité d'être autonome dans la vie de tous les jours pour faire leurs activités diverses, leurs démarches administratives, les relations avec l'école, par exemple, pour l'accompagnement des enfants, etc. Donc nous sommes là pour leur proposer un programme qui agira sur plusieurs aspects. Donc les compétences de base, l'accompagnement à la parentalité et puis d'autres activités culturelles qui leur permettent en fait de s'insérer dans la vie de tous les jours. Alors je pose la même question qu'à Mme Romuald. Est-ce que les gens viennent spontanément ou il faut aller les chercher? Alors ce sont des personnes qu'il faut aller chercher. Alors en fait, il y en a qui viendront spontanément parce qu'ils sont conscients de leurs difficultés. Et donc, ils se présentent au centre sans dire « je suis en situation d'illettrisme », bien entendu, mais ils expriment leurs besoins en disant « j'ai besoin d'être plus à l'aise pour faire mes démarches, pour aller sur Internet, pour écrire, pour lire, etc. » Mais le public que l'on vise avec Familia, celui-là, il faut aller le chercher. Ce sont des jeunes et des jeunes qui n'osent pas forcément venir directement se présenter pour ça. Ceux qui viennent le plus souvent nous voir sont des personnes qui ont déjà un certain âge et qui éprouvent véritablement des difficultés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas connu le numérique et qui se retrouvent vraiment freinés. Et les plus jeunes, ils ont souvent été déscolarisés. Ils sont souvent en situation de décrochage scolaire. Ils n'ont pas forcément ce réflexe de dire je vais revenir en centre de formation pour me remettre dans le bain et puis aller et continuer plus loin. Surtout que lorsque quelquefois ils ont eu des enfants, ils ont choisi des fois de se consacrer un peu à leur enfant avant de pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle.
Jessica, je reviens vers vous pour poser la question. Dans la lutte contre l'illettrisme, d'abord l'illettrisme basique, c'est-à-dire la BCD, etc., et après le numérique, ou les deux en même temps? Nous, on préconise les deux en même temps, dans un contexte où aujourd'hui le numérique a envahi tous les compartiments de notre vie et qu'il est plus facile pour les gens de se déclarer sur cet aspect-là, de dire voilà, j'ai un souci avec l'informatique, j'ai besoin pour pouvoir travailler sur Pronote, envoyer des correspondances à l'enseignant de mon enfant ou actualiser mes droits à la fin du mois sur Pôle emploi, payer mes impôts, etc. Et en fait, comme pour utiliser le numérique, il faut également savoir lire et écrire. On fait une pierre trois coups. C'est et à la fois une contrainte parce que du coup, les personnes qui sont en situation d'illettrisme vont se sentir doublement marginalisées et en même temps, ça fait un appel d'air comme ça pour attirer un public qui se sent prêt à être accompagné sur la dimension numérique. D'où l'intérêt du réseau des maisons France Service qu'on retrouve dans chaque commune de Guadeloupe, mais également d'organismes de formation comme ING Conforme qui permettent à partir du numérique, de travailler le reste des compétences de base qui, elles, vont être travaillées d'autant plus facilement que finalement on le fait dans l'air du temps, avec l'outil du moment. Alors, est-ce que, en tant que délégué régional, vous avez pu identifier les causes vraiment, aujourd'hui, de ces 20% de jeunes ou de moins jeunes qui sont en situation d'illettrisme? Oui, alors après, il n'y a pas eu d'enquête, on va dire, socio-linguistique spécifique à la Guadeloupe. Donc les causes génériques, on va dire, à l'ensemble des territoires de France et des départements d'outre-mer. Alors des parcours de rupture au niveau de l'école. On a des hospitalisations longue durée chez des enfants en âge d'être alphabétisés. On va avoir de la violence familiale. Pour certains, donc des addictions à des stupéfiants très tôt, très jeunes, et donc qui vont avoir des difficultés à se maintenir ensuite dans des parcours scolaires, la pauvreté économique et sociale, mais également l'éloignement des services publics, des personnes qui vont habiter très éloignés des services publics, très éloignés de l'école et qui vont avoir du mal à se maintenir dans une scolarité. Ça n'est pas parce que, par exemple, on a une maladie très jeune et qu'on est à l'hôpital pendant très longtemps qu'on va être en situation d'illettrisme plus tard. C'est vraiment l'addition d'un certain nombre de facteurs qui vont ensuite surexposer au risque d'être confrontés à l'illettrisme. Voilà, donc ce qu'on observe aussi, c'est que chez des enfants qui vont avoir des difficultés eux-mêmes à se maintenir dans leur scolarité, les parents peuvent parfois avoir des difficultés eux-mêmes à maîtriser les compétences de base. C'est pourquoi il est important aujourd'hui d'agir en amont sur le volet prévention. On sait que l'illettrisme touche principalement les personnes de 45 ans et plus. C'est un frein à l'insertion. 45 ans et plus. Oui. Voilà, le gros des personnes concernées, on sait que sont plutôt, et quand on les voit en formation d'ailleurs. Non, juste une précision. Quand ça touche quelqu'un de 45 ans, ça veut dire que le travail de réinsertion, enfin, de l'illettrisme est beaucoup plus compliqué alors? Pas forcément. En plus, ce sont des personnes qui travaillent et les préconisations qu'on fait, c'est surtout de partir des situations de travail, de faire des situations de travail, des situations apprenantes pour que ce soit un levier en termes de réapprentissage. Les personnes n'apprennent pas, elles réapprennent ce qu'elles ont acquis, mais pas de façon suffisamment solide pour que ça leur reste donc aujourd'hui. Donc les 45 ans et plus, c'est vraiment le gros du vivier. Maintenant, il y a un effort à faire sur les 16-25 ans en Guadeloupe. La journée défense citoyenneté, qui est ce test qu'on passe à l'âge de 16 ans, donc le centre du service national pour la jeunesse nous appelle au moment du recensement et on passe cette journée d'information militaire au camp du Gommier. Chaque année, il y a une cohorte de 5000 jeunes qui passent ce test. 5000. L'année dernière, 39% d'entre eux ont été identifiés en difficulté de lecture. 25% d'entre eux, 1 sur 4, en difficulté face à l'écrit. Ça dit quand même qu'il y a un gros effort à faire sur ce segment-là de notre population pour éviter qu'on les retrouve demain
dans des centres de formation comme celui d'ING, où on va là travailler plutôt sur des questions en effet liées à la parentalité, l'insertion professionnelle. Voilà, donc il faut renforcer, on va dire, tout le travail de prévention qui permettrait de limiter le pourcentage de 20% dont on parlait en introduction. Ça signifie, Catherine Romuald, vous êtes déjà à l'insertion, quand vous êtes au contact pratiquement régulièrement avec des gens en situation d'illettrisme dans vos fonctions. Tout à fait, c'est-à-dire que parmi la population des bénéficiaires du RSA, effectivement, on va en détecter un certain nombre. Et d'ailleurs, toutes les années, nous publions un programme de formation à destination des bénéficiaires du RSA. Et toutes les places sont prises. Ce sont les formations pour lesquelles on a le moins de difficultés à remplir. On conduit la formation sur 2 niveaux. Donc, un premier niveau, on va dire, on va remettre toutes les bases en place. Et puis, un niveau pour progresser après. Donc, et en général, ces formations sont remplies. Là, elles démarrent au mois d'octobre. Les 2 formations sur la région centre, essentiellement, puisque c'est là que le gros du public, quand même, se situe. Ah bon, la région centre, ça dit... Abim, Basser... Bemao, Pointe-à-Pitre, puisque c'est là que de toute façon nous avons la plus grosse concentration de bénéficiaires du RSA. Donc les formations se tiennent là. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être délocalisées, puisque vous avez des bénéficiaires du RSA qui vont être dans cette situation sur d'autres points du territoire. Et donc, on a aussi la capacité de délocaliser les formations. Mais les 2 qui vont commencer là en octobre, elles sont déjà remplies. Oui. Alors, je reviens vers Corinne Gervelas. Dans Family, comprendre les gens, les points à un certain niveau, il faut combien de temps à peu près, globalement, pour remettre quelqu'un à niveau, quelqu'un qui n'a pas le niveau de la lecture, de l'écriture. Et l'autre question subsidiaire, c'est est-ce qu'on travaille d'abord sur l'écriture ou d'abord sur la lecture? Ou les 2 en même temps? Alors, combien de temps il faut à une personne? Tout dépend de la personne et des difficultés qu'elle rencontre. Et c'est tout l'intérêt pour nous de positionner d'abord cette personne pour identifier de quoi elle a besoin. Et l'idée, comme le disait Jessica, c'est de se centrer sur ce dont elle aura besoin dans son quotidien. Par exemple... Sur son urgence, quoi. Voilà, on est sur l'urgence. S'il s'agit de faire des démarches administratives, on se centre là-dessus pour que les situations de vie qu'elle rencontre de façon régulière au quotidien, elle puisse les surmonter sans difficulté. Donc l'idée, c'est d'acquérir de l'autonomie dans mon quotidien sur les activités dont j'ai le plus besoin, d'abord. Donc, une fois qu'elles sont en capacité de le faire, on peut considérer qu'elles ont déjà surmonté certains freins. Maintenant, s'il s'agit de lever l'illettrisme entièrement, chacun aura, en fait, en fonction du degré, puisque l'illettrisme va quand même 4 degrés, en fonction de son degré d'illettrisme, eh bien, on va travailler sur ces aspects-là et ce sera plus ou moins long. Oui. Familier plus ou moins long, c'est quoi à peu près? Je veux un chiffre, mais enfin, une temporalité. Il y a des personnes qui, en fonction de leur niveau, eh bien, vont être accompagnées sur 6, 7, 8 mois, voire 1 an. Ah, quand même. Oui, parce que si elles sont du niveau A1, c'est qu'elles ont vraiment des bases à consolider et puis elles sont vraiment pas en capacité quelquefois de formuler forcément une phrase à l'écrit. Elles ont des difficultés de calcul, des difficultés de repère dans le temps, des difficultés de repérage, etc. Elles peuvent être multiples, ces difficultés. L'usage de l'outil informatique qui dépend aussi de la lecture, etc. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Mais ça peut prendre 6, 8 mois, peut-être même 1 an pour certains. Familière dure 1 année et permettra d'accompagner les personnes 12 heures par semaine. Et il s'agira véritablement de travailler sur leur situation de vie. Et donc, quand on parle justement de ces situations de vie, on atteint l'objectif beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, ils trouvent du sens à ce qu'ils font. Oui. Donc, si je dois remplir un formulaire administratif, j'acquiers les bons réflexes pour remplir ce formulaire administratif. Si je dois me déplacer, prendre le bus, j'apprends à faire précisément ce repérage pour savoir à quelle heure je pars, quel bus je prends, où je vais, etc. Ah bon, ça va jusque-là? Ça va jusque-là. Il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de s'orienter comme ça. Il y a des personnes qui... Alors, vous savez, il y en a qui utilisent leur téléphone. Ils ont des téléphones, mais ils sont en situation d'illettrisme. Et ils communiquent par WhatsApp uniquement en audio. Oui. Et ils sont pas en mesure d'écrire leur nom ou leur adresse. Wow. Et j'en connais un qui, il écrit, il demande, quand il a besoin de quelque chose, il fait un audio à sa cousine qui lui écrit la chose et puis il le recopie. Mais il ne sait pas ce qu'il écrit en fait. Il recopie simplement ce qu'on lui a envoyé comme message. Oui. Donc c'est uniquement comme ça qu'il se débrouille dans la vie parce qu'il a toujours une ressource qu'il peut appeler, qui lui envoie la chose à faire et puis il le fait, ou alors qu'il accompagne, qui vit avec lui et qui fait.
Donc, ils ont véritablement besoin d'être accompagnés dans les actes du quotidien. Et si on arrive à les rendre autonomes dans ces différents actes du quotidien, on a déjà gagné. Oui. Et parce qu'en fait, j'ai rencontré vraiment des situations très difficiles de personnes qui pensent à des choses dramatiques, rien que parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intimité. Quand ils sont en situation d'illettriste, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui sache, ils me disent, qui sache mes affaires. Je suis obligée de raconter mes affaires à quelqu'un. Je peux pas, il n'y a rien de confidentiel dans ma vie parce que je suis à chaque fois obligée de dire à quelqu'un, j'ai tel problème, fais ça pour moi. Donc ils sont chaque fois obligés de trouver une ressource différente pour que la même personne n'en sache pas trop. Enfin, ils ont des stratégies extraordinaires. Oui. Donc quand on leur permet d'être autonomes dans des éléments, dans des activités précises, oui. Et puis surtout ça leur évite de se faire avoir par certains membres, même de la famille. Attention. Oui, parce que comme ça, oui. Mais alors, Corinne, est-ce qu'une personne qui a suivi, je ne sais pas si on peut appeler ça une formation contre l'illettrisme, est définitivement, entre guillemets, guérie, c'est-à-dire ne va plus retomber? Alors, tout va dépendre en fait de l'activité qu'il aura après. C'est tout l'intérêt qu'il soit inséré ensuite dans la vie. Parce que si, lorsqu'il a surmonté certaines difficultés, il n'utilise plus ses compétences qu'il a consolidées, forcément, à un moment, elles vont continuer à se déliter. Donc, il faut que cette personne, effectivement, on l'incite à rester en contact socialement avec les autres, à réellement faire ses démarches en autonomie. Et ça consolide et ça lui permet déjà d'être plus heureux parce que je sais faire, je me découvre capable de faire, je n'ai plus besoin de personne et ça, généralement, ça les encourage à poursuivre et à monter en compétences encore. Et c'est là où on peut leur proposer, par exemple, chez nous, le certificat CLEA. Et des fois, le certificat CLEA. Voilà, c'est un certificat qui permet de reconnaître les connaissances et les compétences professionnelles d'une personne. Oui. Ce que tout le monde a besoin dans la vie quotidienne pour travailler ou dans sa vie. En fait, par exemple, on valide ses capacités à communiquer en français, à avoir un raisonnement logique et mathématiques. Uniquement en français, pas en créole? Non, pourquoi pas? Sauf que pour remplir un document administratif en français, oui. C'est pas le créole qui va le faire. Mais après, pourquoi pas? Non, je dis ça parce il peut communiquer en français et en créole. Il n'y a pas que des Guadeloupéens qui sont victimes de l'illettrisme, oui, justement. Pas seulement. Mais communiquer en français à l'écrit pour certains documents administratifs, malheureusement, c'est utile. Oui. Le raisonnement logique et mathématique utilise un ordinateur qui est généralement français. Tout est écrit en français, donc il faut pouvoir le lire. Travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre, réagir dans les situations d'urgence, tout ça sont des compétences de base. Et lorsqu'ils arrivent à surmonter certaines choses, ils ont envie d'aller plus loin. Et ils peuvent enfin avoir un certificat, des fois le premier de leur vie, qui dit qu'ils savent faire tout ça. Et c'est une façon de les valoriser qui est très importante pour nous. Alors avant de prendre la pause, deux petites questions rapides à Madame Romuald. Est-ce que les moyens mis en œuvre sont suffisants? Bonne question. Je n'ai jamais vu Jessica donner les chiffres tout à l'heure, l'ampleur du phénomène. On pourrait toujours en faire plus. Oui, beaucoup, mais oui, c'est beaucoup. Donc, en tout cas, il faut commencer. Et je rejoins Corinne. Il ne faut pas s'arrêter après. Les personnes qui passent chez nous, par exemple, par ces formations-là, tout l'intérêt, c'est que dans le parcours d'insertion à la sortie des formations de remise à niveau, c'est de les inscrire tout de suite dans une autre phase du parcours d'accompagnement. Ça me donne l'occasion de dire que la bibliothèque départementale prend sa part là-dedans avec Facile à lire, qui est labellisée d'ailleurs, et qui permet donc à ces personnes de rester connectées à la lecture avec des espaces attractifs, avec des livres adaptés et puis des professionnels autour d'eux. Mais il n'y aura jamais assez de moyens. Alors, très rapidement, avant de prendre la pause, c'est le conseil départemental seulement qui est impliqué dans l'affaire? Non, je ne pense pas. D'autres EPCI, les EPCI sont impliqués, la région. Oui. Je rappelle que quand même la région est en responsabilité du programme de formation des demandeurs d'emploi. Oui. Donc pareil, propose donc une offre de formation en ce sens. Nous ne sommes pas les seuls. Il ne faut pas que nous soyons les seuls vu l'ampleur de la tâche. Et puis l'illettrisme, si je peux me permettre, c'est aussi une compétence d'État. Oui. Et la préfecture injecte des moyens dans la lutte contre l'illettrisme à travers notamment la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui a financé un certain nombre de projets cette année pour pouvoir soit former des personnes ou renforcer les moyens de structure. Je donne l'exemple de 2 projets dont nous, on a pu être des
les bénéficiaires, on va dire, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des projets structurants. On a mis en place il y a 2 ans un diagnostic territorial illettrisme à l'échelle des EPCI. Ça nous a vraiment permis de concerter 170 professionnels de terrain. Ça allait des inspecteurs de l'éducation nationale, aux conseillers Pôle emploi, aux élus, etc. Et cette année, en 2024, on met en place donc un plan de professionnalisation en direction de toutes les personnes, qu'elles soient des conseillers, conseillères numériques, travailleurs sociaux, formateurs, formatrices, etc., qui ont en relation des publics en situation d'illettrisme. Et ça nous donne vraiment les moyens d'accompagner la montée en compétences des acteurs de premier plan pour qu'on apporte des réponses adaptées aux bénéficiaires. Bien, on n'aura pas tout dit aujourd'hui. Ce sera l'occasion d'une deuxième émission probablement parce qu'il y a plein d'autres chapitres à voir sur cette question au niveau pratique. En tout cas, on vous remercie pour cette belle initiative. J'espère que les Guadeloupéens qui ont regardé et qui ont cette problématique dans leur famille pourront prendre contact soit avec le RSA, l'insertion, soit avec l'agence régionale nationale ou avec l'école de Mme Gervelas. En tout cas, on vous attendra pour une prochaine émission, aller un petit peu plus loin, parce que, juste une question, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. On a parlé du numérique, mais les gens qui progressent dans le numérique sont souvent hackés. Enfin, il y a beaucoup de hacking. Et ça aussi, c'est une question très sensible. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. On ne l'aborde pas, mais juste de dire qu'il y a IEDOM, Banque de France notamment, qui développe des programmes d'éducation financière pour éviter justement que des personnes en situation d'illettrisme, via leur boîte mail, se fassent hameçonner ou que des personnes se voient payer les impôts. Les impôts vous réclament 500 €, merci de... Voilà. Et ça arrive malheureusement et c'est un risque pour des personnes en situation d'illettrisme. Et juste de rebondir pour les personnes qui nous regardent dans le cadre du programme Familir qui est vraiment destiné à des jeunes filles mères de 16 à 25 ans. Il y a 15 places disponibles pour la rentrée donc, du 2 octobre. Donc peut-être un peu moins aujourd'hui puisque la jauge totale est de 15. C'est un programme entièrement gratuit. On insiste sur le fait que ça n'est pas une simple formation. Corinne le disait, il faut accompagner les personnes sur tous les pans de leur vie. Donc il y aura du numérique, il y aura des activités culturelles, socialisantes, il y aura tout un tas de choses et notamment donc un volet formation. Et donc c'est gratuit, ça dure 9 mois et c'est maintenant. Donc s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont concernés, il faut contacter ING Conforme. Bien. Merci et à suivre. Donc jeudi, il est 13h28, on prend une deuxième pause. On va retrouver tout à l'heure nos 2 prochaines chroniqueuses. Et vous, on espère vous revoir prochainement pour aller un petit peu plus loin. Et je dis même aussi faire une petite émission de ce type-là en créole. Et vous comprenez bien pourquoi. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL News, il est 13h35. On va recevoir dans un instant nos 2 chroniqueuses qu'on revoit avec plaisir. Bonjour Barbara. Bonjour Danick, bonjour Imad, bonjour à toi, chers collègues, et bonjour à tous. Et Miguel, bonjour. Bonjour à tous. Oui, vous êtes de retour et c'est tant mieux, vous avez passé de bonnes vacances. On fait un petit retour sur l'actualité rapidement avec Imad News et puis on commence le chroniquage. Le chroniquage, j'adore. Alors, au niveau de l'actualité, nous avons déjà évoqué différents sujets. La grève du lycée agricole sur Bémao. Il est question de revendications en lien avec les infrastructures, les moyens, toujours le personnel qui reste à pied d'œuvre. On a vu aussi la visite de Justine Bénin qui s'est rendue au niveau de l'association Initiative France Victimes pour pouvoir faire l'état des lieux des accompagnements et des moyens mis en œuvre pour justement soutenir les femmes qui ont subi des violences conjugales. Il s'agissait aussi du CIRAD de la vie de la région en lien avec l'agriculture pour pouvoir justement découvrir les moyens mis en œuvre pour développer cette recherche agricole. On a vu aussi l'hommage de Ernest Pépin avec ce nouveau projet du département qui met en avant les figures emblématiques de la Guadeloupe. Voici pour les titres. Voilà, 13h37, donc on va commencer avec Barbara, le script de la chronique à la rencontre de soi, les bienfaits de la communication émotionnelle. C'est parti pour le générique.
Alors ça y est, je vais découvrir encore quelque chose que je ne connaissais pas, la communication émotionnelle. Qu'est-ce que c'est exactement, Barbara? Avant de parler de communication émotionnelle, c'est lié, hein, Danick. Oui. Est-ce que tu vas bien? Ça va, jusqu'ici, ça va. Tant que tu me vois là, c'est que ça va. Ah, tu te sens aligné? Est-ce que je me sens? Aligné. Oui, avec les planètes, oui. Avec les planètes. Et avec toi-même? Avec moi aussi, ça va. Jusqu'ici, ça va. Ben, c'était pour faire le lien justement avec le sujet. Oui. Alors déjà, je suis très heureuse de revenir. Mais On est heureux de te revoir, en tout cas. Bon, ben, merci, plaisir partagé. Et c'est vrai avant mon départ, on a parlé de lâcher prise. Oui. Ben voilà, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Oui, on oui. a parlé de lâcher prise, l'importance justement de pouvoir accepter ce que je ne peux pas changer. Et d'où le lien aussi aujourd'hui avec cette fameuse communication émotionnelle. Juste pour sourire, si j'ai une copine qui s'appelle Prise, que je fais? Je la lâche? Prise, je la lâche? Eh bien, peut-être qu'en lâchant prise, tu pourras retrouver prise différemment, sans contrôle. Ah, tu ça vois? va s'appeler reprise? Bon, enfin bref. C'est parti, ça y est. Bon, en tout cas, un plaisir vraiment qu'on puisse avoir cet échange, puisque la communication émotionnelle, nous sommes des êtres en mouvement. Nous sommes des êtres faits d'émotions. Et c'est vrai que c'est un aspect que je voulais développer aujourd'hui, puisque souvent, on arrête de le dire, hein, même si c'est vrai qu'on est dans une démarche de conscientisation, on a du mal sur cette partie émotion, hein, donc qui peut des fois être génératrice de tensions, d'incompréhension, de conflits. Mais finalement, il y a beaucoup de bienfaits à communiquer de façon émotionnelle. Oui. Alors, tu m'as demandé qu'est-ce que c'était la communication émotionnelle. Je te propose de prendre, comme je fais d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes habitudes, en images. Voilà, on prend quelques définitions sur la communication émotionnelle. Donc, j'ai bien aimé celle-là, hein, donc j'ai pris ça sur imago.com. La communication émotionnelle est une vibration ou un ensemble d'ondes que notre corps interprète. Ces messages émotionnels peuvent être les nôtres en réaction à notre environnement ou encore ces messages ou ces émotions vont être celles des autres que nous percevons, que nous pouvons même adopter comme les nôtres. Oui. Voilà, donc c'est déjà une première approche. Voyons une autre. Qui dit communication émotionnelle, eh bien, de toute façon, je l'ai dit en préambule, nous sommes des êtres émotionnels. Donc, qu'on le veuille ou non, ce sont des réactions à les émotions qui sont psychobiologiques. Ça se passe dans la tête et il y a une réaction tout de suite qui va être physique qu'on ne peut pas contrôler. J'aime bien prendre l'exemple d'un bébé. Est-ce qu'on apprend un bébé à pleurer? Non. Est-ce qu'on apprend un bébé à rire? Non plus. Ah non. Non. Non, mais ça veut dire que ça, c'est que ce soit homme, femme, nous avons ces réactions-là. Tout à fait. Alors, à partir du moment où déjà on aura les réactions, on sera déjà dans une communication dite émotionnelle. D'accord? Donc, il est vrai que cette communication peut avoir des effets néfastes si, eh bien, justement, la démonstration, l'expression de ce que je ressens a des portées négatives sur moi et sur les autres. Mais elle peut aussi, cette communication, être génératrice de bien-être. De bien-être, de meilleures relations avec les autres. Et voilà, en fait, ces deux approches que je voulais qu'on voit, sachant que quand on parle de communication émotionnelle, on parlera de différentes dimensions aussi. Quand je dis dimension, on n'est pas dans la 4e dimension. Je crois qu'il y a plein de dimensions dans la communication. C'est-à-dire qu'on va avoir comme ce que je vais ressentir. On a parlé des émotions. D'accord? Alors, dans l'ordre, ce que je vais penser, ce que je vais croire, ce que je vais ressentir, ce que je vais exprimer. Donc, on sera sur à la fois le verbe, on sera à la fois sur l'intonation aussi de la voix et du coup, la partie gestuelle. Oui. Donc, plus je suis en phase, plus je suis alignée, en fait, avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie aussi d'exprimer, ce que j'exprime, mieux le message pourrait être porté à l'autre. Oui. Voilà en quelques... Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut maîtriser cette communication émotionnelle? Alors, ce serait quand même, je dirais même prétentieux de dire qu'on va maîtriser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mieux comprendre. Ça commence par une meilleure acceptation de soi. D'accord. Mieux s'accepter, mieux comprendre justement ce que je vais ressentir, qui je suis, ce qui est important pour moi, ce que je ressens et ce que j'exprime. Donc voilà, voyons ensemble quelques bénéfices de la communication émotionnelle. Meilleure compréhension mutuelle, mais déjà, je vais même dire meilleure compréhension de soi. Quand je suis dans une communication émotionnelle, c'est que j'accepte aussi de savoir et de comprendre que j'ai des émotions. J'accueille mes émotions. Ça me permettra aussi de mieux faire face à ce que je ressens et pouvoir exprimer. Ça va pouvoir
renforcer les relations avec les autres, bien sûr si j'ai réussi, comme on a dit au préalable, déjà à s'accepter soi-même et ensuite pour mieux communiquer avec les autres. On sera dans une résolution de conflits. Souvent, il y a des conflits parce qu'il y a le fait qu'on ne parle pas. Voilà, donc ça vient juste après. On va aussi améliorer la communication non verbale. Mais tout ce qui est communication non verbale, c'est ce que je n'exprime pas finalement. Donc ça va être dans la partie gestuelle. Gestuelle ou carrément si je suis en mode blocus, c'est-à-dire que là du coup je ne communique pas, eh bien ça peut être aussi compliqué. Donc là, les bénéfices, ça va être d'améliorer même ma communication, ma gestuelle. Si je te dis Danick, quand là tu me regardes, tu as vu, j'ai attiré ton attention, je te dis, je suis contente d'être là aujourd'hui. Dans mes mouvements, est-ce que tu ressens que je suis contente? Tu vois, je te dis, ressens. Tu vois? Je vois et je ressens. Voilà. Tu vois, donc il y a toute cette partie, quand j'ai parlé au début des ondes, tu vois, les ondes, mais il y a toute cette partie-là. Il y a la partie qu'on va voir, il y a la partie qu'on va sentir et ressentir. Tout à fait. D'accord? Donc, mieux appréhender les émotions, pouvoir prendre des décisions plus éclairé, pourquoi plus éclairé? Comme j'ai pris le temps préalable de pouvoir aussi gérer mes émotions. Alors, gérer, j'aime pas dire ce mot-là, mais on va dire au moins accueillir mes émotions. Je les accueille, je vois quel message mes émotions me portent pour mieux ensuite agir. Donc, je serai forcément plus dans une meilleure disposition pour pouvoir communiquer et prendre des décisions. Toujours, je parle des 4 R, n'est-ce pas? Les 4 R, c'est bon, j'ai l'habitude d'en parler, mais ce fameux temps que je m'accorde pour respirer avant de prendre une décision. Le leadership est efficace. Donc là, je fais un petit clin d'œil, que ce soit aux managers ou aux personnes qui ont à diriger une équipe ou même dans la vie au quotidien. Nous sommes des leaders en fonction des situations que nous avons à mener. Augmenter la confiance en soi. Oui. Et oui. Nécessaire. Si je suis plus en phase avec ce que je pense, ce que je veux, ce que je dis et ce que je fais, eh bien, je me sens encore plus en confiance. Une fois que toutes ces étapes sont évidemment, on va dire, assurées, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans l'empathie, être à l'écoute de l'autre, pouvoir avoir de l'attention envers l'autre. Si je suis attentionnée envers moi-même, je suis plus à l'aise pour l'être avec les autres et puis les soutenir. Et puis, évidemment, on arrive sur une meilleure qualité de vie, puisque je suis en phase avec moi et je suis alignée. Oui. On est aligné. Est-ce que toi, tu es aligné? Eh bien, je fais en sorte. Ce n'est pas toujours facile. Oui. Voilà, puisque tout dépend. En plus, ça me fait faire un clin d'œil. On développera, j'en avais parlé la précédente saison, des différents types de personnalités et aussi des particularités, comme par exemple l'hypersensibilité et autres. Mais c'est vrai qu'en fonction de comment on est, qui on est, notre personne aussi, on peut avoir plus de temps, plus de difficultés à gérer ce flot d'émotions certaines fois qui peuvent nous emporter. Pardon. Bien. Ben, merci Barbara, qu'on retrouvera prochainement avec plaisir et toujours aussi aligné. Voilà. 10h45. On va tout de suite donner la parole à notre ami Miguel et on va parler de résilience et pardon. Générique, je crois, son générique est prêt? Non, son générique n'est pas prêt. Alors Miguel, qu'est-ce que c'est la résilience? On en parle beaucoup maintenant, oui, il faut de la résilience, etc. etc. Qu'est-ce que c'est? Alors bon, je vais mettre mes lunettes pour être plus alignée avec ma feuille. Alors, la résilience. Alors, c'est le fait d'avoir la capacité, en fait, à surmonter des chocs. Un traumatisme, voilà. Donc, ça peut être les violences, quelle que soit la violence, puisque j'ai subi 33 années de violence. Et en fait, pour retrouver tout simplement son état initial et un fonctionnement normal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Pour moi, la résilience, c'est une réponse à une tragédie, donc à ces chocs, à ces violences, qui va nous permettre d'avancer malgré la perte et malgré les difficultés que nous allons rencontrer. Alors c'est sûr que c'est pas évident. Et ce n'est pas parce que nous sommes résilients, ce n'est pas parce que moi je suis résiliente aujourd'hui, je crois que je l'ai toujours été, depuis toute petite, que nous ne sommes pas atteints par ce qui nous arrive. C'est très important. Et on dit souvent que le juste va tomber 7 fois, voilà, mais il va se relever. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que celui qui est le méchant, lui, va être précipité dans le malheur. Donc, je tiens à dire à celles et à ceux qui me regardent que lorsqu'on est dans la violence, lorsqu'on est une victime et qu'on fait le choix d'être dans cette résilience, à un moment donné, on se lève, on se relève et on va se relever à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui perdent leur enfant tout petit et malgré cela, quelques années après, le parcours a été difficile, mais ils se sont relevés. Celui qui fait le mal, s'il ne se repent pas, s'il ne vient pas demander pardon à l'autre, s'il ne décide pas d'arrêter aussi son comportement,
eh bien, il y a un moment donné où dans sa vie, il va vivre des choses terribles. Pas forcément violence, ça peut être autre chose. Moi, j'ai vécu 33 ans de violence, d'accord. On pourrait dire que c'est un acharnement sur ma personne. Mais je tiens à dire que non. Tout simplement parce que quand on est résilient, on est dans l'acceptation de ce qui nous arrive. On accepte. J'accepte qu'on m'ait battu, j'accepte qu'on m'ait violé. OK. Ça ne veut pas dire que parce qu'on accepte, qu'on est en train de se dire que vous pouvez y aller. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du pardon. Ça n'a rien à voir. Oui. La résilience, ça n'a rien à voir. C'est j'accepte ce que l'on m'a fait, parce qu'on me l'a fait. Je me pose la question aussi du pourquoi on me l'a fait, parce qu'il faut poser aussi des questions. Et à partir de là, j'accepte aussi, dans ce cheminement, que tout le mal que l'on m'a fait, que je fasse du bien à la place. D'accord. C'est comme si on rachetait le mal qui a été fait. C'est très important. Alors, certainement que les téléspectateurs vont me dire, mais comment on peut faire ça ? Oui. C'est un parcours du combattant, mais je peux vous assurer que vous y arrivez. J'ai 49 ans aujourd'hui, et franchement, je suis très heureuse parce que quand je vois que j'ai dû calculer 3 fois les 33 ans pour me dire que c'était impossible, même pour moi. Et pourtant, si. Ça transforme votre vie. Hein. Vraiment, le fait d'être dans la résilience, ça transforme une vie. Et je vous dirais que la deuxième partie, c'est pendant mes épreuves, j'ai cru que l'homme pouvait m'aider, alors que j'ai lâché la main du seul être divin, du seul être, le créateur de ce monde. J'ai lâché sa main, croyant que l'homme pouvait m'aider. Et en fait, si je n'avais pas lâché sa main, j'aurais eu mes réponses tout de suite. Parce que vraiment, lorsque vous êtes dans la violence, il est arrivé à chacun d'entre vous de prier. Il y a eu un moment où vous avez demandé, si ce n'est pas Dieu, vous avez demandé, toi qui es là-haut, dans l'univers, je ne sais pas, je sais qu'il y a une force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre ? Je suis sûre que quelqu'un a dû demander, aide-moi, aide-moi. Parce que l'homme ne peut pas t'aider. Là où Dieu peut t'aider, l'homme ne peut pas t'aider. Et en fait, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me balader autour de mon jardin et de parler, de me dire, mais Seigneur, mais pourquoi je vis ça ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis quelqu'un, j'aime pas le conflit. Pourquoi ? Et en fait, vraiment, dans la prière, quand vous priez avec ferveur, quand vous priez avec foi, vous recevez votre parole. Vous recevez votre parole. Donc ça, c'est très important. Quand on prend cette décision, alors c'est celle qui vous paraît la plus juste. En règle générale, je pense que les résilients se reconnaîtront et ceux qui ne sont pas résilients vont essayer de savoir comment on peut devenir résilient. Vous sortez de l'ombre pour aller dans la lumière. Et pour moi, un cœur bon, c'est quelqu'un qui va pouvoir passer toutes ces épreuves grâce à l'amour et à la foi. Je vous ai dit qu'un cœur doit n'avoir que de l'amour. Le cœur doit rejeter l'offense. Si vous rejetez l'offense, vous pouvez faire des milliers de kilomètres, aller vous retrouver en Laponie, croyant que vous allez être toujours dans cette persécution, parce qu'en fait, votre cœur n'est pas rempli d'amour. Il faut vider, il faut enlever cette offense. Vraiment, c'est essentiel. C'est essentiel parce que vous voyez, là, j'ai 49 ans et cet été, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je l'aimais et que je l'aime. Parce que déjà, on n'a qu'une seule maman. Ma mère, c'est la première personne qui m'a fait du mal sur cette terre. Déjà, elle m'a abandonnée et après, quand elle m'a reprise, quand je dis elle m'a abandonnée, ma grand-mère m'a dit je la garde avec moi, mais elle aurait peut-être pu se battre pour moi. Elle ne s'est pas battue pour moi, elle est partie. Donc pour moi, c'est un abandon. Et ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Ma mère m'a donné des coups, tout simplement parce qu'elle était offensée et son offense, elle avait qu'une seule chose, c'était pour voir, comment dire, j'étais responsable de ce qu'elle était devenue. C'est pour ça que je vous dis, si vous gardez l'offense dans votre cœur, votre vie ne sera pas belle. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des moments où vous allez vous retrouver dans de la violence, vous allez vous retrouver dans des mauvaises paroles, dans des mauvaises situations. Et en fait, quand on est amour, les choses viennent. Vous captez de l'amour partout, partout, partout. C'est ce qui m'arrive. Et franchement, je vous assure, choisissez ce chemin. C'est très important. Et en fait, moi, je dis aussi qu'il faut prier pour ceux qui nous font du mal. Peu importe. Ma mère m'a fait du mal. Mon beau-père m'a fait du mal.
le père de mes enfants, celui que j'ai aimé le plus au monde, m'a fait du mal. Et d'autres personnes certainement m'ont fait du mal, mais c'est pas grave, je leur pardonne parce que pour moi, c'est extrêmement important. Donc, juste un mot oui. avant de conclure. Est-ce que la résilience, ça guérit du mal ou des maux? Pour moi, la résilience guérit, oui, et la résilience est une armure spirituelle. Voilà, c'est une armure spirituelle qui nous permet d'avancer. Parce que si vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. De toute façon, c'est soit je fais le choix de me guérir et de trouver la solution, soit je fais le choix de rester dans cette situation qui va me bouffer l'air, qui va me bouffer tout, mon esprit, tout, parce qu'en fait, on va pas... Et on va avoir de la haine pour l'autre, on va avoir de l'envie, on va avoir de la jalousie. Et en fait, non, vous êtes amené à être bien, à avoir de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Et c'est vraiment ce que je demande aux téléspectateurs qui me regardent, que si moi j'y suis arrivée, ils peuvent y arriver. Merci Miguel. Je ne demande pas à Barbara ni à non à Iman ce qu'elle pense. Ce sera peut-être l'occasion une fois d'en parler, mais c'est un sujet qui est vraiment important. Justement, on vous dit ça, désormais, quand nos chroniqueuses expertes parlent, vous pouvez leur poser des questions 85 85 15 ou par mail experts Gmail et on pourra vous répondre éventuellement. Donc n'hésitez pas, vous qui regardez nos chroniqueuses et nos chroniqueurs et nos experts qui savent de quoi ils parlent. Voilà, 13h53. Bref, retour sur un fil d'actu avec Iman News avant de se quitter. Je vais juste dire, en attendant de recevoir Caroline Bourgine, qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Dictionnaire des Caraïbes, un itinéraire poétique. Caroline Bourgine, c'est la dame qui a présenté la semaine dernière un film qui s'appelle Magma, que vous avez dû voir à la télévision. Et elle a pris des mots comme ça qu'on trouve en Guadeloupe. Je prends juste un comme ça, fouillapin, foubap, le point pour romancier, etc. Elle explique, elle prend, par exemple, je prends un mot, un mot qu'on connaît beaucoup, le fanchou. Le fanchou est un état d'esprit, une jalousie pour enrayer une réussite, faire du mal et porter atteinte à quelqu'un, lui mettre des bâtons dans les roues, l'empêcher de réaliser son but, par envie de sa bonne veine, lui saboter son projet. Le fanchou s'accompagne d'une stratégie pour déjouer un succès individuel, neutraliser, freiner une ascension au détriment d'un ensemble familial. Alors, Caroline Bourgine qui a écrit ça, elle n'est pas guadeloupéenne, elle est française, et étudier toute ça, il y a dans Vie et Messie l'habitude en nous, et elle l'a sorti dans ce petit ouvrage qui s'appelle Dictionnaire des Caraïbes. On va peut-être la recevoir cette semaine avant qu'elle ne quitte la Guadeloupe, pour qu'elle nous parle un peu de cette recherche. Sinon, retour sur l'actu, Iman News, c'est parti. Retour sur l'actu. Aujourd'hui, nous avons vu la grève au lycée agricole qui a lieu sur Bémao, ainsi que la visite de Justine Bénin au sein de l'association Initiative France Victimes. Nous sommes déplacés avec la région au niveau du CIRAD, ensuite au département avec l'hommage qui a été rendu à Ernest Pépin. Voici pour les titres du jour. Voilà, et puis aujourd'hui, on a reçu un jeune comédien guadeloupéen, Stan, qui sera sur Wish. Wish, c'est cette série qui est tournée en ce moment par notre ami Julien Dalle. Nous aurons l'occasion d'en reparler maintes et maintes fois. On a reçu ensuite Catherine Romuald, qui est directrice générale adjointe de l'insertion, Jessica Oublié, qui est correspondante régionale de l'agence de lutte contre l'illettrisme, et Corinne Gervelas, directrice du centre de formation INSEE conforme. Pourquoi? Parce qu'il y a près de 50 000 Guadeloupéens qui ne savent plus ni lire ni écrire, et ça c'est grave et c'est très dangereux même pour le pays et pour eux, et donc des solutions sont en train d'être trouvées, mais le problème est vraiment réel. 50 000 Guadeloupéens, on est 380 000, ça fait près de un Guadeloupéen sur deux pratiquement qui passe à venir ni écrire, et surtout on est dans la situation du numérique aujourd'hui, donc si ces gens-là ne savent pas lire un petit livre comme ça, et donc ont des problèmes avec le numérique, une série des autres que ont le monde et ça aussi, c'est un problème très grave. Donc, le Conseil général, la région doivent se mobiliser sur cette question. Et puis, nous avons retrouvé nos deux chroniqueuses du mardi, Barbara, la rencontre de soi, effectivement, qui nous a parlé d'un sujet qui nous intéresse, l'émotion, la communication par l'émotionnel, et puis la résilience avec Miguel d'Aubergne. Voilà, dans la chronique Faire Face. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Miguel, merci à Barbara qu'on va retrouver bientôt. Merci Iman News qu'on va retrouver jeudi, oui, si tout va bien.
Et puis, merci aussi à Yann qui a assuré la réalisation technique avec Njwena. Il est 13h57, on a tenu notre timing et nous finissons pour aujourd'hui.